Bonjour, c'est Catherine Ribus pour le premier épisode de notre saison 2 Digi4You consacré à présent aux bébés. Nous allons ouvrir le bal avec un sujet qui vous préoccupe presque toutes après la naissance de votre bébé, dans les jours et les semaines qui vont suivre. Je veux parler des troubles digestifs. Les troubles digestifs du nourrisson, qu'on appelle aujourd'hui troubles digestifs fonctionnels. Pourquoi? Parce que, en fait, très peu d'enfants y échappent et, bien évidemment, je vais vous expliquer pourquoi. Sous ce terme de troubles digestifs fonctionnels, les deux principaux qui vous préoccupent, la colique du nourrisson et, évidemment, le fameux RGO, reflux gastro-œsophagien. Ces deux-là vont souvent ensemble. D'ailleurs, vous avez tendance même quelquefois à les confondre et nous allons vous aider à y voir un petit peu plus clair. Alors, avant de rentrer dans le pourquoi, nous allons d'abord prendre un instant pour décrire ces deux soucis majeurs que vous rencontrez dans votre quotidien afin d'être sûr qu'on parle bien de la même chose. On va commencer par l'intestin, c'est-à-dire la colique du nourrisson. Premièrement, votre bébé a beaucoup de gaz. Ça, vous l'avez remarqué. Pour un oui, pour un non, il pète. Mais ça, c'est pas un problème. Là où les choses commencent, où vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas si bien que ça, c'est quand votre bébé commence à se tortiller, à se raidir et vous sentez que ces gaz commencent sérieusement à le gêner. Et le fait d'évacuer, donc d'émettre les gaz, a l'air de franchement le soulager. Vous vous dites que vous commencez à être un petit peu inquiète. Le troisième stade, c'est quand votre bébé, et vous avez peut-être déjà vécu cet épisode, vous lui donnez son biberon où il est en train de téter et vous vous apercevez que dans les minutes qui suivent le démarrage, votre bébé commence à se tortiller, à se raidir et il a tendance à repousser le biberon ou le sein et à pleurer, à chougner, peut-être même déjà à commencer à émettre des petits proutes. Mais il a faim, donc il va vouloir manger de nouveau. Mais il va recommencer à se tortiller et vous rentrez quelquefois dans un espèce de balai infernal où votre bébé affamé va vouloir téter, va s'arrêter et se raidir, et de nouveau téter et s'arrêter, et vous ne savez plus comment le prendre. Alors je vous explique exactement ce qui se passe et vous allez mieux comprendre. Un petit peu de physiologie digestive. Sachez que quand on mange, adulte ou bébé, ça marche pareil. Il faut savoir que votre intestin se met en mouvement, vous savez, c'est un mouvement de péristaltisme qui va amener le bol alimentaire, c'est-à-dire ce que vous avez mangé, vers la sortie. Et ce mouvement fonctionne au ralenti entre les repas, ce qui est très court chez les bébés. Dès que vous lui donnez à manger un repas, biberon, tété, il va commencer tranquillement. C'est pour ça que ça commence toujours assez bien. Et puis au bout d'un moment, l'intestin voit qu'il y a un moment de chargement, il met l'usine de transformation en route. Et là, tout à coup, il va se mettre à s'accélérer. Le problème, c'est que les gaz qui sont déjà dans l'intestin, parce que qu'est-ce que c'est un gaz? C'est un phénomène de fermentation. Il est déjà présent dans les petits virages de son intestin. Quand le tapis roulant se met en route, s'accélère, les bulles vont s'accélérer. Est-ce que vous vous souvenez de ce jeu vidéo pour les anciennes générations, comme moi, qui s'appelait Pac-Man? On voyait des petits bonhommes qui avançaient et qui essayaient d'aller manger des pois et qui étaient poursuivis par des fantômes. Et bien voilà, les bulles qui sont dans l'intestin de votre bébé se mettent en circulation et en passant dans les virages, le font un peu souffrir. Ça devient une gêne et il se tortille. C'est pour ça qu'il ne peut pas faire deux choses en même temps. Boire et gérer ce qui se passe dans son ventre. Et que ça devient un moment un petit peu de combat. La troisième étape de ces gaz, c'est quand vous passez à l'étape du dessus, c'est-à-dire qu'il y a trop d'air, trop de gaz, et l'intestin ne supporte pas d'être dilaté de façon outrancière. Pour lui, c'est un signal de trop plein, il faut qu'il évacue. C'est ce qui nous protège, nous, adultes, de quelque chose que j'espère vous n'avez jamais vécu, qui s'appelle l'occlusion. À partir du moment où quelque chose rentre, il faut qu'il ressorte. Si les récepteurs qui sont dans la paroi de votre intestin enregistrent que ça se dilate, donc ça se remplit, mais que ça ne s'évacue pas, ça ne va pas lui plaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à contracter pour pousser tout ça vers la sortie. Et ces contractions, quand elles s'accélèrent, c'est la fameuse crise spasmodique, la fameuse crise colique du nourrisson.
Après la colique du nourrisson, voyons maintenant le deuxième problème que vous rencontrez, le reflux gastro-œsophagien. Alors, il faut savoir que, comme pour la colique, jusqu'à un certain degré, le reflux est normal. Pourquoi? Parce que le petit sphincter qui est en bas de l'œsophage et qui est censé justement servir de clapet, de porte entre l'estomac et ce tube de remontée, est censé faire le gendarme. Sauf que chez les bébés, il a tendance très souvent à ne pas être très tonique et à ne pas bien retenir les liquides gastriques. C'est pour ça que votre bébé, dès qu'il a bu de façon un peu trop goulue, il a bon appétit, il a tendance à récurgiter. Vous savez, c'est quand il vous repeint le pyjama. Et ça, vous avez remarqué, ça n'est pas vraiment un problème, ça ne le fait pas souffrir. Pourquoi? Parce que le lait qui remonte, c'est souvent du lait, c'est juste après une tétée ou un rot une grosse bulle d'air qui a entraîné du lait en même temps. Le lait a un pH neutre et ne fait pas mal, il ne le fait pas souffrir. Là où les choses commencent un petit peu à se corser, c'est quand votre bébé fait la même chose mais à distance de sa tétée ou de son biberon. Et c'est souvent 1 ou 2 heures après que vous allez le voir avoir des petits signes caractéristiques. Alors, les 2 signes qui vont vous faire dire que votre bébé a peut-être un fameux reflux interne, parce qu'à juste titre, vous l'appelez reflux interne parce qu'il ne se voit pas. La récurgitation vous repeint les vêtements, le reflux gastro-œsophagien est beaucoup plus discret. Et ces 2 signes sont en fait 2 bruits que vous avez peut-être déjà entendus. Le premier, et je vais essayer de vous les mimer, ne vous moquez pas, est un bruit de siphon qui va ressembler à... Ça remonte et il passe son temps à le ravaler. Le deuxième bruit que vous avez peut-être déjà repéré est un grincement. C'est-à-dire que votre bébé, quand vous l'allongez, a tendance à faire... Vous vous dites, il fait le phoque? Non, non, pas du tout. C'est typique de ce liquide gastrique qui remonte dans son larynx et qui va donner cette espèce de signe un peu inquiétant. Alors jusqu'ici, rien de très grave. Là où les choses se corsent, c'est quand votre enfant, votre bébé passe au stade supérieur. Et là, on ne sera plus vraiment dans le trouble fonctionnel, on va rentrer tout doucement dans le pathologique. Premièrement, quand cet excès de gaz vous fait passer vraiment en crise colique. Comment reconnaître la colique? Vous l'avez déjà vécu. Non seulement votre bébé pleure beaucoup, peut-être toute la journée, il est inconsolable, vous n'arrivez même pas à le poser dans son transat, dans son lit, parce qu'il ne supporte pas d'être allongé. Et quand la crise démarre, elle est caractéristique, votre bébé devient tout rouge, tout raide, il tend les jambes, il tend les bras, il hurle, souvent il émet des gaz, il se calme quelques instants. Et ça recommence. Il y a un côté on-off dans la crise de colique et qui peut durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, vous ne savez plus quoi faire. En ce qui concerne le reflux gastro-œsophagien, là où vous savez que vous êtes passé à l'étape supérieure, qui est malheureusement ce qu'on appelle l'œsophagite, c'est-à-dire que ça remonte tellement souvent que son œsophage commence à être enflammé et il commence à vraiment souffrir. Ce qui va vous faire dire qu'il est temps peut-être de consulter votre pédiatre et avoir peut-être un traitement médical, c'est quand les fameux petits bruits que je vous ai décrits sont suivis de pleurs. Tant qu'il vous fait ces bruits, mais qu'il continue à dormir tranquillement, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais quand ce bébé qui dormait profondément, apaisé, vous le voyez sursauter, émettre le petit bruit de siphon, le petit grincement, commencer à mâchouiller, à devenir tout rouge et à hurler, là, ce qui est remonté de son estomac commence sérieusement à l'embêter. L'autre signe, c'est que les repas vont commencer à devenir franchement difficiles. Comme le fait de faire couler du lait sur cet œsophage lui fait mal, il va commencer à repousser votre sein ou à repousser le biberon. La dernière chose que vous connaissez bien aussi, c'est que ce sont des bébés que l'on ne peut plus allonger. Ils ont compris que le fait d'être allongé favorisait les remontées brûlantes et acides. Pourquoi? Parce que nous, adultes, avons une forme d'estomac assez particulière que vous connaissez, qui fait une espèce de anse, qui fait que si vous aviez l'idée saugrenue de vous mettre la tête en bas après un repas, ce qui est dans votre estomac resterait dans votre estomac. Ce qui n'est pas le cas des bébés. L'estomac des bébés, qui n'est pas encore mature, a une forme de chaussette lisse. Et donc, si vous les allongez trop tôt, d'ailleurs vous avez remarqué, après un biberon, ça récurgite sérieusement.
Mais quand c'est du liquide gastrique qui remonte, et vous l'avez repéré parce que quelquefois, vous avez vu dans sa bouche un liquide transparent avec un petit peu de lait caillé dedans. Quand ça remonte, ça lui fait très mal. Maintenant que nous avons passé en revue tous les signes distinctifs de ces troubles digestifs dits fonctionnels, j'aimerais que nous attardions encore un instant sur le pourquoi, partant du principe qu'une maman qui comprend ce qui se passe dans le corps de son bébé est une maman qui sera moins inquiète. La première cause de ces troubles est son immaturité. Mais quand on parle d'immaturité du bébé, on ne parle pas seulement de l'immaturité de la forme, par exemple, de son estomac. On parle principalement de l'immaturité de son système nerveux, c'est-à-dire de la commande de ce système digestif. Et par là, entendons le système nerveux autonome. Vous savez, c'est celui qui régit toutes les fonctions automatiques. La digestion, la fonction cardio-respiratoire, la température des bébés. C'est pour ça que dans les premiers temps de vie, ils ont du mal à la réguler cette température et qu'on leur met souvent des petits bonnets parce qu'il y a une grosse déperdition de chaleur par la tête. Et ce système nerveux autonome est très sensible au stress ambiant, au stress de la maman. Alors qu'est-ce qu'on entend exactement par stress du nourrisson ? N'oubliez pas, mesdames, que votre bébé a passé les derniers mois de sa vie à l'intérieur de vous, dans un milieu qui était extrêmement confortable. Il vient d'une bulle d'eau à 37 degrés, où les sons étaient filtrés par votre liquide amniotique, où il entendait des bruits rassurants tels que les glouglous de votre intestin, les battements de votre cœur, votre voix à distance, la voix de son père. Et tout cet environnement chaud et rassurant, il était bercé par vos pas quand vous marchiez, il va le quitter de façon brutale le jour de sa naissance. Et là, ça va commencer par un jet lag thermique où il va quitter ses 37 degrés pour atterrir à 18-19 degrés de la salle d'accouchement. De la même façon, les bruits environnants de son quotidien ne seront plus filtrés par le liquide amniotique. Et sachez, mesdames, qu'il y a des tas de bruits tout à fait simples que vous entendez tous les jours et qui, pour vous, sont passés sous le seuil de la conscience. C'est-à-dire le bruit d'un téléphone qui sonne, d'une voiture qui passe, d'une porte qui claque. Tous ces bruits-là, vous les rangez dans un coin de votre tête et ils sont catalogués comme non dangereux. Mais pour lui, tout ça est très nouveau et va entraîner une stimulation psychique permanente. Et cette éventuelle stimulation psychique est tel un disque dur d'ordinateur qui mouline toute la journée. Cette stimulation va exciter son système nerveux et va donc aggraver ses troubles digestifs fonctionnels. C'est ce qui vous explique aussi pourquoi souvent les fameux pleurs des décharges, les enfants le soir ont besoin de vider le disque dur. La deuxième cause aussi de troubles digestifs est l'immaturité de sa flore digestive. Vous savez que les bébés ont besoin de créer cette flore bactérienne. Les bébés qui sont au sein ont un petit plus puisqu'ils prennent souvent les bactéries de leur maman, mais les bébés au biberon vont devoir la construire de A à Z. Un dernier point, ce sont les bébés qui ont un frein de langue restrictif. Je ne développerai pas parce que Charlotte vous a préparé un magnifique épisode sur le sujet, mais ces bébés avalent beaucoup d'air qui viennent se rajouter au gaz déjà existant et beaucoup d'air dans l'estomac aussi, ce qui va favoriser les remontées. Je vais vous laisser alors 24 heures pour digérer tout ça et dans notre prochain épisode, nous allons vous montrer de façon concrète et pratique tout ce que vous pourrez faire pour aider votre bébé à passer ce cap d'immaturité qui généralement dure au moins 3 mois. Voilà, tous les gestes, les attitudes que vous pourrez mettre en place pour le soulager. À très bientôt.